Salut, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Alors, nous sommes le 18 mai, jeudi le 18. On enregistre en après-midi. Bienvenue au rapport Boivin. Hey, c'est pas pire, c'est mon nom, mais c'est pas grave. Bienvenue au rapport Boivin. 24e et avant-dernier chapitre, imaginez, de cette première saison. Comme le temps file, c'est incroyable. Merci à l'actualité. Merci à vous qui m'inspirez. Merci aux gens de TVC Basse-Lièvre et la gang ici en studio, mais on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus la semaine prochaine. Le groupe de Ma TV qui diffuse aussi l'émission. Une grosse semaine, fait que j'embarque tout de suite dans le vif du sujet. Inondation, petite mise à jour. Il y avait des moments importants cette semaine et encore d'autres moments à venir. Alors, on a pu voir la fameuse voiture Nissan sur la rue Saint-Louis. Qui s'est fait remorquer. On ne sait pas, là, ils le savent peut-être, mais comme c'est de l'information personnelle et confidentielle à qui appartient une voiture, la police a certainement les détails et le propriétaire a peut-être pu reprendre son véhicule, mais disons que le symbole gatinois et presque québécois de ces inondations historiques est maintenant sorti. C'est des bonnes nouvelles parce que ça veut dire que l'eau s'est vraiment retirée de nos rues. Et si ça s'est retiré de nos rues, ça s'est retiré pour beaucoup de propriétaires de leur sous-sol, de leur maison et ainsi de suite. Il y a quand même un moment important. On avait le premier ministre Philippe Couillard qui, lors de sa visite, on en a parlé un peu la semaine dernière, promettait d'avoir bien entendu, bien écouté les gens d'ici, qui disaient que les sinistrés, ce ne sont pas tous des propriétaires résidents des maisons, qui avaient une problématique, entre autres, dans le coin de, justement, de la Pointe-Gatineau, Saint-Louis, Jacques-Cartier, où c'est des immeubles ou des maisons locatives, et le propriétaire, n'étant pas résident, n'aurait peut-être pas eu d'indemnité. Alors, mercredi de cette semaine, le premier ministre Couillard avec le ministre de la Sécurité publique Coiteux ont annoncé les grandes lignes d'un programme spécial. Ils ont mis beaucoup d'emphase sur le caractère spécial de la situation, en ce sens que ça serait, mettons qu'il y aurait un autre déluge quelque part dans quelque temps, on retomberait dans le système général. Même s'il dit qu'ils vont revoir le système général, disons qu'on n'attendra pas après ça pour régler la problématique des sinistrés actuels. Il semble avoir bien entendu les commentaires. On augmente, comme il l'a si bien dit, le PM Couillard en largeur et en hauteur. Autrement dit, on augmente les montants en hauteur et la largeur, ce qui aura droit d'avoir des indemnités. Il y a aussi la Croix-Rouge qui a annoncé des grosses collectes à travers le Québec et la façon qu'ils font la division des sous, puis on parle de millions de dollars et c'est pas fini. Il y a toutes sortes d'activités là, pour ramasser des fonds, dont une, entre autres, à Robert-Gartin, l'Arena, au mois de juin, je crois, avec des grandes vedettes qui vont venir aider à ce niveau-là. Et ils divisent, fait qu'on peut être gagnant. Vous n'avez pas à faire un don spécifique disant qu'il faut que ce soit pour Gatineau. Ils prennent les montants qu'ils reçoivent à travers la province. J'ai entendu une entrevue ce matin avec mon collègue Michel Lapointe à l'Outaouais ce matin au 104.7 FM Outaouais. Et la personne de la Croix-Rouge, le porte-parole, disait bien que c'était pour être des montants qui seront divisés parmi les sinistrés. Alors, comme on a à peu près le tiers des sinistrés du Québec, en Outaouais, ça a été grave par ici, c'était grave ailleurs aussi, mais on a eu un plus grand nombre. On va revoir le conseil municipal, son conseil municipal de son assemblée cette semaine. J'étais contente de voir la belle uniformité du conseil par rapport au fait de se féliciter les gens de Gatineau. Vous avez été extraordinaires. Mais je pense que notre conseil municipal se mérite aussi des félicitations. C'est pas évident gérer en temps de crise. On n'est pas souvent prêt pour ce genre de situation-là. Il y aura des choses à améliorer, c'est certain, mais il y a tellement de joueurs que je pense à la sécurité civile, à la sécurité publique, à la défense nationale avec l'armée, avec l'environnement. Il y a tellement de joueurs à l'intérieur de tout ça, le ministère des Affaires municipales, les villes. Bref, c'est pas évident. Mais je trouve que notre conseil municipal, les conseillers qui ont été sur le terrain quotidiennement, qui ont travaillé très fort, notre maire qui était de toutes les tribunes, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, on s'en va on est en année électorale,
Il était d'un calme olympien, a fait face à la musique, a répondu aux questions, n'a pas fait de petite politique avec ça, a tenté de sensibiliser les paliers supérieurs pour être sûr que les Gatinois qui sont sinistrés puissent aller chercher ces montants qui leur seraient dus, les aider dans tout ça, mettre sur pied des systèmes autant que faire se peut. On a une grande corvée qui s'en vient en fin de semaine. Vous allez peut-être nous regarder l'émission Le Rapport Boivin en fin de semaine. Il y a une grande corvée qui va se dérouler toute la fin de semaine. Il y a des points d'ancrage. Il y a un mouvement qui s'appelle, mon Dieu, ça me reviendra, là, c'est... Gatineau en action, je pense, gatineauenaction.ca. C'est un mouvement citoyen, en fait 3 citoyennes, Sophie Thibault, Marraine Gervais-Cloutier et Annie Bolduc qui ont mis ça sur pied. Ils vendent des T-shirts. Vous avez peut-être vu les membres du conseil avec ces beaux T-shirts-là. Vous allez en voir d'autres citoyens parce que ça donne 20 $. Les profits, ça coûte 20 $ et les profits s'en vont tous à la Croix-Rouge. D'autres façons de ramasser des sous, puis ça va être d'autres façons d'identifier les gens sur le terrain. Vous ne pouvez peut-être pas aller à la Grande Corvée, vous pouvez peut-être encourager les sinistrés par un petit don. Même s'il y en a qui me disent les dons, on les fait à travers nos taxes parce que les montants, le 350 millions dont parle Philippe Couillard, que va coûter l'inondation, la grande inondation de 2017, bien, c'est nous autres, les payeurs de taxes, qui payent collectivement pour ça. On reverra éventuellement, évidemment, la question de relocaliser les gens. Est-ce qu'on reprend les berges? Est-ce qu'on demande aux gens de ne pas reconstruire? Je pense que ça va être un peu difficile. Je ne suis pas certaine qu'on puisse vider les villages qui comptent beaucoup souvent sur les chalets, les gens qui viennent de l'extérieur s'établir pendant la saison estivale. Mais il y a peut-être d'autres façons de construire, par contre. Le maire de Gatineau, Maxime Penneau-Jobin, a soulevé des questions importantes à mon point de vue. La question des barrages et d'Hydro-Québec. Je sais qu'Hydro-Québec n'aime pas se faire pointer du doigt. Je ne les pointe pas nécessairement, mais il y a certainement une question de débit au niveau des barrages. La preuve, on annonçait que le foyer Perguinard, dans la Haute-Gatineau, à Maniwaki, on ne pourrait pas réintégrer les résidents tout de suite. Écoutez bien, c'est là pourquoi. Parce que Hydro-Québec va être obligé de faire certaines choses, repartir les vannes, parce qu'il va y avoir certaines pluies dans le nord et ils vont être obligés, les bassins vont être trop pleins, ils vont être obligés d'ouvrir les vannes dans le coin du barrage Mercier et ça pourrait recréer d'autres inondations. Fait que dites-moi pas qu'il n'y a pas un impact. Alors, comme disait le maire de Gatineau, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de peut-être savoir un peu plus d'avance, compte tenu du nombre de pieds de neige qu'on reçoit dans l'hiver, la fonte qui pourrait prendre le pire des scénarios, l'imaginer, puis d'aviser les gens qui sont dans les zones inondables ou qui sont à risque de peut-être prendre certaines mesures. Enfin bref, c'est des choses qu'on pourra revoir dans les prochaines semaines, prochains mois, mais définitivement qu'il y a toujours moyen de s'améliorer. Mais bravo à tous les répondants d'urgence. Vous avez fait un travail extraordinaire. C'est pas fini, on s'en reparlera. Pendant ce temps-là, il y a une question d'un dépotoir nucléaire à Chalk River. Vous allez me dire que c'est ça, c'est tous les déchets nucléaires, puis il y en a, seraient enfouis à ce dépotoir nucléaire. Il y a une espèce de commission d'enquête pour voir si c'est correct au niveau environnemental. C'est sous l'égide de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Les gens sont invités à soumettre leurs observations là-dessus. Et autant dans les 2 dernières semaines, quand on a commencé à parler de ça, Chalk River, en passant, c'est à peu près à 200 km d'ici, et c'est le long de notre rivière, de la rivière des Outaouais. Et ça, la rivière des Outaouais, pour beaucoup d'entre nous dans la région, c'est notre eau. C'est elle qui va être transformée, arrangée, qui devient notre eau potable à travers tous les systèmes. Puis je n'embarquerai pas dans le côté technique, là, mais c'est extrêmement important, cette rivière-là. Au début, quand on a parlé de ça, on dirait que la seule chose qui était la panique, c'est parce que le rapport ou les informations scientifiques étaient qu'en anglais. Je veux bien croire que c'est important, là, puis effectivement, c'est important de pouvoir lire dans sa langue, mais en même temps, la vraie question, c'était, on a-tu vraiment besoin de ça? Et deuxièmement, puis on sait que l'Ontario a beaucoup de déchets nucléaires, je veux bien croire qu'ils ont besoin de les enfouir, mais semble-t-il qu'on va l'ouvrir à d'autres pays aussi. Moi, je n'ai pas envie qu'on devienne le dépotoir planétaire des déchets nucléaires. J'ai des images des Simpsons qui me viennent à la tête, mais en tout cas, ça serait une autre histoire.
Et la seule députée qui vraiment a soulevé un grand signal d'alarme, c'est la péquiste-bloquiste, comme je l'appelle, en fait, qui est indépendante maintenant à l'Assemblée nationale, mais aussi chef du Bloc québécois, Martine Ouellet, qui a demandé est ce que le Québec s'inscrive là-dedans pour dire « Hey, wow, là, ça peut être dangereux. » S'il fallait qu'il y ait d'autres inondations et que ça se déverse, que l'eau de la rivière se rende jusqu'au dépotoir de nucléaire de Chalk River, est-ce qu'il y a des dangers? Peut-être qu'il n'y en a pas, mais ça serait peut-être intéressant et important d'en être bien certain, puis pas attendre qu'il y ait un drame ou un événement absolument épouvantable comme on vient de vivre dans le dernier mois au niveau des inondations ou qu'il y ait un certain danger. Comment on va transporter ces déchets-là? Il y a tellement de questions qui me viennent à l'esprit, mais on dirait que personne n'est réveillé sur la question. Je ne veux pas être prophète de malheur, mais c'est le genre de dossier qui m'inquiète prodigieusement, surtout qu'à personne ne fait rien. Et quand ça vient juste de Martine Ouellette, députée indépendante à l'Assemblée nationale et chef du Bloc québécois, qui embrasse pas très large à la Chambre des communes à Ottawa, c'est un peu inquiétant que ce dossier-là est laissé un peu à lui-même. Un gros problème pour le Parti québécois cette semaine, c'était le dossier de Gaétan Lelièvre. Qui est Gaétan Lelièvre? C'est un ancien ministre dans le temps de Pauline Marois, je crois. C'est un ministre péquiste qui siège présentement à l'Assemblée nationale comme député péquiste. Il y aurait eu des révélations à l'effet que, bon, il aurait reçu des cadeaux alors qu'il était directeur général de la ville de Gaspé. On sait que l'ancien maire de la ville de Gaspé est accusé, un peu dans la foulée des histoires de Normando et compagnie. Et là, ça a pété une coche, vraiment, à l'Assemblée nationale. On s'est dit, bon, il a reçu des ristournes, Gaétan Lelièvre. Et là, on a félicité Jean-François Lisée, le chef du Parti québécois, parce qu'il a exclu directement le député en question du caucus. Alors, Gaétan Lelièvre ne fait plus partie du caucus. Ce que Gaétan Lelièvre est venu dire, parce qu'on avait des courriels, il y a des courriels qui ont circulé, et qui montrait que les gens d'un groupe d'ingénierie, la compagnie Roche, qu'on commence tous à bien connaître parce qu'on l'a entendu dans le cadre de la commission Charbonneau, bien, il y avait des cadres en haut lieu qui disaient « Hey, il m'a demandé des billets de hockey, moi je pense qu'on devrait y donner, il veut vendre son bateau, il faudrait l'aider. » Alors, tu avais cette impression que les gens de la compagnie Roche voulaient faire des cadeaux à M. Lelièvre pour pouvoir, en espérant recevoir des choses en retour. Aucune preuve qu'ils ont reçu des choses en retour à cause de tout ça. M. Lelièvre a fait la tournée médiatique mercredi pour expliquer qu'il s'est trouvé imprudent et naïf. Il paye le prix en étant exclu du Parti québécois. Mais ce que je veux vous dire sur le sujet, en 10 secondes, pour que les compagnies fassent ça, c'est qu'il y avait une espèce d'entente ou les Anglais diraient « understanding ». Soyons fins pour obtenir des contrats. Je suis contente qu'on a, j'espère, mis un peu un terme à ça. Une pause, on revient. Je m'appelle Zachary, je suis amputé à la jambe gauche. Ça, ici, c'est fait de quoi? Ça, c'est de la fibre de carbone. J'étais super content d'avoir ma nouvelle prothèse. En plus, avec un pied spécial. Ma nouvelle prothèse, ça tourne mieux, puis ça va beaucoup mieux. Là, je me dis, ouais, je suis capable. J'aime déjà jouer au hockey, puis j'aime jouer avec mes amis, fait que les deux ensemble, c'est super amusant. L'association des aptitudes, ça m'aide beaucoup. Bonjour, ici Mathieu Daou. Chaque semaine, je vous propose une belle rencontre avec des personnalités d'ici, dans la région. Tribune locale, tous les mardis de 17h30 à TVC Basse-Lièvre. Infomag, c'est un survol de votre actualité locale. Politique, culturelle, faits divers et sport. Mon nom est Mathieu Daou, je vous donne rendez-vous tous les mercredis dès 19h sur TVC Basse-Lièvre. Je peux parler. Alors, Denis Coderre, cher Denis, mon ami Denis, avec qui j'ai siégé à la Chambre des communes à titre de collègue en 2004 comme libéral, mais après ça comme collègue d'un autre parti avec le NPD en 2011. Denis Coderre qui ruait dans les brancards parce qu'il manquait de défis, je pense, sur les banquettes de l'opposition. À l'époque, en 2004, il n'était pas ministre sous Paul Martin, fait que je pense qu'il s'ennuyait un peu. Ça se sentait qu'il s'en irait vers la mairie. En tout cas,
Cette semaine, c'est sa semaine, c'est le début du 375e anniversaire de fondation de la ville de Montréal. Puis on sait qu'au Québec, tout passe par Montréal. Sans Montréal, pas de salut. C'est à peu près la même mentalité que les gens de Toronto qui pensent qu'ils sont le centre de la planète Canada. Ceci étant dit, c'est un beau moment pour eux autres, puis je leur souhaite bonne fête puis des belles festivités. Ils en dépensent un bras. Il y avait l'illumination du pont Jacques-Cartier hier. C'était beau, ça avait l'air très beau. On nous dit qu'ils dépensent quelque chose comme 40 millions pour l'illumination de ce pont-là. Il me semble que j'aurais bien d'autres affaires, les inonder, entre autres. Mais en tout cas, c'est leur choix, c'est leur ville, c'est leur maire. Mais avant que Denis devienne maire de la ville de Montréal, il y a eu une belle contravention de 400 quelques piastres. Et semble-t-il, vous le savez, il y a la commission, il y en a tellement de commissions au Québec qu'on s'y perd, là, mais celle-là, c'est la commission, pas Charbonneau, mais Chamberlain. La commission Chamberlain, c'est pour enquêter sur la protection des sources journalistiques. Vous vous rappelez du journaliste Patrick Lagacé, entre autres, semble-t-il, qui avait été mis sous écoute parce qu'on essayait de savoir qui étaient les sources de coulage, d'informations qui provenaient de la police, entre autres de la police de Montréal, parce que Patrick Lagacé avait pu écrire certains articles dans le journal et qui embêtaient et embarrassaient un peu le maire. Entre autres, cette fameuse contravention d'au-dessus de 400 quelques piastres. Il semblerait, puis ça a fait beaucoup jaser au Québec cette semaine, parce que Denis Coderre aurait dit, selon la policière qui lui a donné la contravention, hey, puis ça, c'est avant qu'il soit maire de Montréal, il aurait dit, je vais, pour le citer correctement, « Je serai ton futur boss ». Alors, est-ce que lui dit que non, il n'a jamais dit ça? Elle dit que oui. Si oui, c'est quand même drôle qu'on ait fait une enquête pour essayer de savoir qui est-ce qui avait coulé la contravention aux journalistes. On voit une espèce de modus operandi, une façon de faire à l'intérieur de la Ville de Montréal. J'entendais le maire Denis Coderre jeudi matin, suite à l'illumination du pont Jacques-Cartier. Il y a eu une grosse manifestation, des milliers de policiers qui ont été, puis de différents groupes de travailleurs de la Ville de Montréal, qui ont fait des manifestations. Ça l'a un petit peu... c'est comme si on pleut. Il y a une petite pluie qui tombe sur la belle parade du maire. Il n'a pas apprécié. Puis tout ce qu'il a dit, c'est « on prend note de ça ». Moi, je trouve que c'est toujours des propos un peu intimidants. En tout cas, alors ça, disons que ça l'a un peu terni son lancement, si on veut, de belles semaines de festivités pour la Ville de Montréal. Ça reste à voir, à suivre à travers la commission Chamberlain. Bonne nouvelle pour la coalition Avenir Québec, qui est le troisième parti au Québec. On a évidemment le Parti libéral du Québec qui est au pouvoir, le Parti québécois qui est l'opposition officielle, la coalition Avenir Québec de François Legault en troisième place et le Québec solidaire en quatrième. Et là, il y a un sondage, Main Street Research pour la Gazette de Montréal, qui dit que la coalition Avenir Québec aurait fait un bond de 8 points. 8 points, imaginez, en 2 mois. La CAQ serait maintenant à 32, suivi du PLQ, le Parti libéral du Québec, à 31, le PQ à 24. Ça, c'est une méchante grosse drop, méchante grosse claque. Et Québec solidaire à 14, des bons chiffres pour Québec solidaire. On voit que le Parti québécois a beaucoup de difficultés à se sortir la tête de l'eau, à trouver ses marques pour essayer de prendre sa place sur l'échiquier politique au Québec. On sent qu'on n'est plus tellement dans la zone de division fédéraliste, souverainiste. Les gens essaient plutôt de se placer avec des partis avec lesquels ils sont confortables. C'est sûr que tous les dossiers d'éthique et tout ça sont en train de brûler jusqu'à un certain point les principaux partis comme le Parti libéral du Québec et le Parti québécois, parce que ce sont les partis qui ont été au pouvoir. Tu sais, souvent, les gens disent « Ouais, mais à l'époque, quand j'étais au NPD, ils disaient « Ouais, mais vous autres, vous ne faites pas d'histoire de corruption, vous n'avez jamais été au pouvoir au fédéral. » Je comprends, là, resterait à voir, mais est-ce qu'il ferait nécessairement la même chose? Ça, c'est l'avenir qui le dirait. On est dans l'hypothétique. Alors, je pense qu'il y a un peu de ça derrière les bons chiffres. Je pense aussi, je le mentionnais à la radio cette semaine, mais pour ceux qui ne l'ont pas entendu, je pense aussi que c'est des bons coups de François Legault puis de son équipe de mettre en évidence
et en avant des membres de son équipe, Éric Kerr, François Bonnardel, Nathalie Roy. Ça démontre que s'il prenait le pouvoir, il y a du monde autre que François Legault, parce qu'à un moment donné, il faut sortir des chefs, parce que si les chefs ne sont pas populaires, ça fait dur. Alors, des bonnes nouvelles pour eux, mais on verra si ça se continue. Entre-temps, en parlant de Québec et de la politique provinciale, c'est une information de dernière seconde. Ariane Mignolet, c'est qui ça? C'est l'actuelle directrice des affaires juridiques de l'Assemblée nationale. Et j'apprenais qu'elle est maintenant la nouvelle commissaire à l'éthique et à la déontologie pour remplacer Jacques Saint-Laurent. Je lui souhaite un bon mandat. Ça veut dire qu'elle a été votée à l'unanimité par les députés de l'Assemblée nationale. Je pense qu'il y a eu une seule abstention. C'était dans le comté de Groux, la circonscription de Groux, le député Claude Surprenant, mais c'est vraiment unanime derrière elle. Je lui souhaite un bon mandat. Je pense que c'est des mandats de 5 ans. En tout cas, je me trompe peut-être, mais c'est pas moins que 5 ans. J'espère juste qu'elle ait plus de crocs, plus de mordants que Maître Saint-Laurent, qui, sérieusement, trouvait des choses qui s'apparentaient à de la corruption, puis qui disait « Ah, recommence pas, mon petit gars, va-t'en faire un petit tour dans le coin, puis on reviendra. » À un moment donné, là, si on veut y croire, nous, comme citoyens, bien, il va falloir que le commissaire à l'éthique, à la déontologie, joue son rôle comme il faut. Quoi de... Ah, Trump! J'aurais voulu passer enfin une semaine sans parler de mon ami Donald Trump, mais cette semaine, on apprend qu'il aurait divulgué, grande gueule, excusez l'expression, des informations secrètes qui lui provenaient d'Israël à la délégation russe qui avait été dans son bureau la semaine d'avant, avec qui il avait l'air d'avoir ben du fun. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça met en danger les liens? Est-ce que les autres pays peuvent penser d'un gars comme Donald Trump? Moi, je n'ai pas de misère à croire. Il est dans le bureau ovale, le bureau du président de la Maison-Blanche, à la Maison-Blanche, puis il parle avec ses bodés parce qu'il arrête de dire qu'il n'y a pas de lien avec les Russes. Il y avait un hôtel quelque part, je pense, à Toronto, puis il a dû avoir 18 interventions entre les Russes, puis le financement russe, puis la compagnie de Donald Trump. À un moment donné, là, on va arrêter de nous prendre pour des niaiseux. Alors, il s'entend bien avec eux autres, même si au niveau politique, les États-Unis puis la Russie, c'est pas toujours du même bord, entre autres en ce qui concerne la Syrie, la Chine, etc., la Corée du Nord. Mais il avait l'air d'avoir du fun avec ses boys dans son bureau et je le vois tellement le faire, agir de cette façon-là. « Hey, voulez-vous que j'en apprenne une bonne? Les services secrets israéliens, etc. » Mais ça peut être dangereux parce qu'on sait que les Russes sont surtout du côté de la Syrie. Puis la Syrie n'a pas des intentions nécessairement honorables en fonction d'Israël. Ou d'ailleurs, des dirigeants de plusieurs pays vont se retrouver. Ça va être la première visite officielle à l'étranger, pas au Canada ni au Mexique, mais à Israël pour Donald Trump. Alors, il était un peu dans la merde avec ça. Là, en plus, on apprend qu'il aurait fait des pressions sur l'ancien directeur du FBI, James Comey, pour lui dire d'arrêter d'enquêter sur son choix à lui, Michael Flynn, M. Flynn, à l'époque, qui a eu à démissionner à cause de ses liens avec la Russie. Donc, on parle d'entrave à la justice qui serait un geste criminel. Ça va pas bien. Et là, on parle de plus en plus de décisions. Même les républicains, il y a des républicains comme McCain qui disent il faut arrêter. Les drames qui sortent de la Maison-Blanche, ça n'a plus de bon sens. Ça nuit. C'est la première fois depuis l'élection de Donald Trump, Wall Street a descendu. Les indices boursiers, ça va mal. Est-ce que ça va reprendre? En tout cas, on sent qu'il y a un peu un chaos politique aux États-Unis qui doit faire rire bien du monde dans leur barbe. D'ailleurs, on voyait Vladimir Poutine, le président russe, qui avait l'air de trouver ça bien comique. Il disait « Voulez-vous qu'on vous distribue les transcriptions de ce qui s'est dit dans le bureau de M. Trump? » En tout cas, c'est pas nécessairement réjouissant, mais c'est tellement exactement le personnage qui est Donald Trump. C'est le même qui a runné ses business. Écoutez, de l'intimidation, écœure tout le monde, respecte personne, puis quand ça ne marche pas, fait faillite, passe à autre chose. Alors, est-ce qu'il va faire la même chose, qu'il va partir de lui-même, puisqu'à un moment donné, il va dire « Regardez, moi, pas besoin de cette merde-là dans ma vie. Je ne le sais pas. Est-ce que c'est les adversaires, puis ils ne lâcheront pas? » Le Washington Post est sur lui, là, mais à la journée, en fait, à l'heure. Et c'est une histoire par derrière l'autre, puis c'est pas de la BS, là, c'est vrai.
C'est vrai parce que c'est appuyé par beaucoup de faits qui le démontrent et ça horripile terriblement Donald Trump. Alors, ça sera à suivre. On verra ce qui va se produire. En passant, avec les Américains, ils viennent aujourd'hui, jeudi, ils viennent d'annoncer, parce qu'il fallait envoyer un avis en bonne et due forme de la renégociation de l'ALENA. Alors, c'était fait en date d'aujourd'hui. Robert Lighthizer, je ne dis probablement pas son nom comme il faut, qui est le négociateur en chef pour les États-Unis, a dit qu'ils étaient prêts. Il y a une période de 90 jours. Ils vont aller obtenir un mandat précis du gouvernement américain et après ça, les négociations avec le Mexique et le Canada vont commencer. Période d'incertitude à beaucoup d'égards. Le bois d'œuvre, évidemment, on en a déjà parlé. Les produits laitiers et sûrement beaucoup d'autres choses parce que Trump, là, c'est la diversion. Hein. Quand ça va mal, là, il passe à autre chose. Une mesure économique, ça va aller mal, il va repasser à autre chose. Ça va être rock'n'roll, je vous dis. En terminant des petites vites, parce qu'il nous reste à peine 2 minutes, mon Dieu que ça va vite cette émission-là, je vous parlais de Madeleine Meilleur la semaine dernière, alors c'est confirmé, Justin Trudeau l'a confirmé, même si les gens disaient « ne fais pas ça », ça donne une apparence de conflit d'intérêts. Puis dans la vie d'aujourd'hui, en politique, le conflit d'intérêts, même une simple apparence, ça crée des problèmes. Alors, mais elle passait ce matin devant un comité de la Chambre des communes. J'ai hâte d'entendre les rapports parce que les partis d'opposition n'étaient vraiment pas d'accord avec cette nomination-là. Et ça n'a rien à voir avec Madeleine Meilleur, qui est une excellente juriste, qui est une bonne personne, qui croit énormément dans les droits et les pouvoirs de la minorité, des minorités linguistiques au pays. Mais elle a été ministre libérale dans le gouvernement le plus près de Justin Trudeau, soit celui de Mme Wynne. Est-ce que c'est un cadeau d'échange? Il y a tellement de questions que les gens se posent sur la rue. Ça ne peut que nuire à la cause des minorités linguistiques au pays. D'un autre côté, elle va peut-être être une des meilleures commissaires. Ça reste à voir. Et au niveau des urgences, bien, il y a certains rapports qui sont sortis qui disaient que l'Outaouais se retrouve encore dans la queue du peloton. C'est à peu près du pareil au même. Pour avoir entendu certains dirigeants du Centre intégré de services de santé, services sociaux, il faut bien regarder les critères sur lesquels ce palmarès-là. C'est un peu comme le palmarès des écoles, avec les écoles privées, les écoles secondaires. Des fois, tu ne compares pas les mêmes choses en même temps. Tu ne prends pas nécessairement les critères les plus importants. Mais je pense qu'il reste encore quand même beaucoup de chemin à faire. Évidemment, quand il y aura les super cliniques, est-ce que ça va désengorger? On verra, ça va certainement se parler, mais on le sait qu'on a des problèmes avec notre réseau de santé et on ne sent pas encore cette correction du système avec les belles grosses rénovations de système du ministre Barrette. Hey, c'est déjà tout le temps qu'on a. Boivin ne dit plus rien. À la semaine prochaine.